je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin, non, ça a plus de 30 ans en fait. Ceci est désormais l'histoire d'une tempête dans un verre d'eau. Une polémique de passionnés, mais pour des novices des années 80. L'histoire de Gaston Lagaffe est plutôt singulière. Et surtout, l'histoire de l'album 5, qui était un mythe ou une réalité. Vous êtes prêts? Prévoyez quand même une ou deux aspirines. Un peu d'histoire. En 1946, Franquin, tout jeune dessinateur, voit les éditions Dupuis lui confier l'animation du personnage de Spirou, l'emblème du journal du même nom. Ce personnage, auparavant, a été créé par l'éditeur et seulement prêté successivement à différents dessinateurs. Il y a eu Robvel, il y a eu JG, donc Franquin, puis Fournier, Tom et Genry, etc., etc., et ça continue. Seulement, Franquin s'ennuie avec ce personnage qu'il n'a pas créé, qui est un peu trop parfait, un peu dans le même genre que Tintin, et il n'est pas plus emballé que ça pour ce personnage. Et Spirou, comme tous les héros de BD soumis à la censure de l'époque, de la loi de 1949, est sans peur, sans reproche, asexué et affublé d'un partenaire qui se cherche d'avoir tous les défauts que la censure ne permet pas. Bon, il arrive à glisser des trucs par-ci, par-là, un peu subversifs. Et Franquin, anticlérical, antimilitariste, et porté par la fantaisie plutôt que par l'exemplarité édifiante, se lasse vite. Et se dit, et si je créais un héros sans emploi, à qui on ne confie pas d'histoire à vivre en planche de BD? Gaston n'est pas pilote d'avion, n'est pas un baroudeur, il n'est pas un redresseur de tort, il va pas défendre la veuve et l'orphelin. Dans une période où les personnages de BD doivent être sans peur et sans reproche, Gaston n'aura pas sa place et ne vivra pas d'histoire. Bon, cette idée-là glissait dans l'oreille du rédacteur en chef, Yvan Delporte, qui est lui-même un farfelu et un bras anarchiste. Cette idée fait tilt. Commencer en catimini, juste en illustration noir et blanc, Gaston fait ses premiers pas et participe très timidement au tout début à l'animation du journal. Et très vite, dans l'animation du journal, il va mettre le bazar. Il va gâcher des textes. Il va faire exploser des textes. Cacher des textes avec sa tête. C'est juste des gags en une illustration. Et ça va plaire au lecteur. Et petit à petit, il va se retrouver à lui-même devenir un personnage de BD. Un anti-héros de BD qui est plutôt nouveau à l'époque. Et si sa présence provoque le désordre dans le journal, sa parution en album, elle, sera aussi à son image. Ça sera chaotique. Gaston, qui a commencé par une illustration par-ci par-là, finit par voir sa propre BD, mais en version strip. C'est-à-dire juste une bande de quelques cases. Quelques gags s'accumulent comme ça, juste assez pour, en 1960, pour faire un album de BD. Tout à fait inhabituel, même pour cette époque. Un album au format strip, en couverture brochée, juste agrafé. Et en fait, il n'a jamais figuré dans les catalogues officiels du journal Spirou, des albums. Il ne comprend pas de numéro de série. Alors ce petit album mesure 8 cm sur 19,5 pour 49 pages imprimées sur des rebuts de papier, parce que l'imprimeur a dû faire un essai sur des chutes de papier. Il a été imprimé à seulement 350 exemplaires. Ça, c'est une recherche de Patrick Vranken, expert BD chez Katawiki.
Et cet album n'a bénéficié d'aucune publicité, ni soutien des services commerciaux. Delport, qui est le rédacteur en chef de l'époque, rapporte que cet album ne se vendra jamais. Trop petit, mal présenté. D'ailleurs, personne ne peut s'intéresser aux anti-héros. Monsieur Franquin ferait mieux de se consacrer aux aventures de Spirou. Voilà un bon personnage. C'est du service marketing de l'époque. Et donc, cet album n'a pas du tout été défendu. Et de fait, les libraires qui en ont eu des exemplaires ont cru à un livre publicitaire et l'ont offert à leurs meilleurs clients. D'autres exemplaires ont été offerts sur les animations du club Spirou sur les plages de la côte belge. Un club Spirou comme un club de vacances Mickey. Ça existait à l'époque. J'ai des personnes qui m'ont affirmé qu'il aurait été vendu à 5 francs belges à l'époque, en 1960. Mais bon, ça c'est vérifié. Mais seulement Franquin est très très occupé et par manque de temps, il doit faire appel à des collaborateurs pour faire les décors et les personnages secondaires, voire le scénario. Pour Gaston, ça sera JDM, connu plus tard pour sa série Sophie dans Spirou. Là, il est débutant. Et il travaille habituellement à faire les décors dans les histoires de Spirou. Et donc là, sur Gaston, il fera les ancrages, les décors, des personnages secondaires, ou voir la totalité de la planche sur les 400 premiers gags. Bon, la série évolue et je dirais que Franquin s'implique de plus en plus dedans. Et finira même par reprendre totalement le personnage. Après cet album d'essai, on va finir par faire des véritables albums pour Gaston, pas sur des rebuts de papier. Seulement, en 1963, apparaît le premier album officiel dans le catalogue Dupuis de Gaston Lagaffe, qui va s'appeler Gaston Lagaffe, sauf qu'il est numéroté numéro 2. Il a la taille d'un demi-format parce que c'est des gags d'une demi-page. Ça continue par la suite, que toujours avec cette taille-là, en 64, un troisième album, un quatrième en 1965, plus un Gaston dans la série Gag de poche. Gag de poche était un essai de réédition de BD dans le format du livre de poche. C'est un format qui ne respecte pas le format des planches de BD. Et souvent, dans ces gags de poche, les images sont découpées, remontées, les planches sont mises sur 3 pages, 4 pages. Il y a des bouts qui sont rajoutés dans les dessins pour que ça aille dans le format d'un livre de poche. Franquin, pour ce gag de poche, redessine aux 3/4 le premier album strip, parce que la plupart des dessins ont mal vieilli, quoi, parce que les premiers dessins, c'est du rodage. Ils n'avaient pas encore l'habitude du personnage, et dans ce gag de poche, c'est quasiment tout redessiné. Donc arrive 1966, et il existe 4 albums en demi-format. Le gag de poche, on l'oublie, c'est un truc qui a disparu parce que ça n'a pas eu de succès. C'était mal présenté, parce que c'était en noir et blanc, sur un papier vraiment pas terrible. Ça bouffait l'encre. Après, les feuilles étaient un peu meilleures. Ils ont arrêté ça. Donc, il n'existe en 1966 que 4 albums. Mais comme Gaston a de plus en plus de succès, et que les Gastons en demi-format, ça va du 2 au 4, les éditeurs, chez Dupuis, vont combler le trou qui n'est le 1. Il n'y a pas de 1 en demi-format. En 1966, ils font ça, mais pas avec les gags de l'album en format strip. Ils vont faire avec ce qui a suivi l'album numéro 4, donc des gags plus récents, dans ce numéro 1 qui existe maintenant en demi-format. Ça continue. Le gag en demi-format, Franquin se trouve un peu à l'étroit. Il fait plusieurs gags qui tiendraient dans une planche entière.
Gaston qui se trouvait sur la couverture du journal. Donc il y avait la moitié avec le titre, une petite animation sur la couverture du journal. Et en bas, il y avait un gag d'une demi-page de Gaston. Il y a un changement de maquette dans le journal de Spirou qui arrive au dernier trimestre 65. La présentation du journal Spirou, c'est le titre Spirou, une grande image. Gaston va se retrouver à l'intérieur du journal et va avoir une planche entière pour raconter ses gags. Bon, il y aura un ensemble de demi-gags, après des gags en une planche. En 1967 apparaît un dernier album en demi-format, qui est le Gaston numéro 5. Il faudra attendre l'année suivante pour avoir une surprise. C'est que maintenant, comme c'est des planches entières, l'album suivant, le 6, des gaffes et des dégâts, va être au format A4. Donc le format habituel d'un album. Donc désormais, Gaston et tous les autres albums, c'est du format A4. 1970, c'est le début de la standardisation chez Dupuis. Gaston en fait partie. Donc les gags en demi-planche étant abandonnés, les premiers albums en demi-format s'épuisent. Il va falloir les rééditer. Dupuis en profite pour faire une refonte des albums demi-format pour en faire des albums normaux au format A4. Cette standardisation se poursuivra d'ailleurs en 1977 par la suppression des pages de garde personnalisées à chaque album. Ça sera une page de garde pour toute la série. C'est une chose que Franquin regrette pour ses rééditions. À chaque nouveauté, il persistera à faire une page de garde personnalisée pour ses nouveaux albums. Et donc, pour ces albums en refonte de Gaston, on adopte une numérotation précédée d'un R pour réédition. Donc, le premier album, qui s'appelle Galette de Gaffe à Gogo, donc, sera numéroté R1. Seulement, la signification de ce fameux R n'est pas expliquée clairement au lecteur dans les albums et finira par être complètement oublié. Et cela va provoquer beaucoup de confusion et faire naître un mythe auprès des nouveaux fans de Gaston ignorant l'historique éditorial. Et en 1970, les numéros 2 et 3 en demi-format sont épuisés. Il reste encore le 1 demi-format, le 4, le 5 et les autres en album de taille normale, quoi. R1, Galette de Gaffe à Gogo, rassemble deux albums demi-format, le 2 et le 3, en un seul, comme une sorte d'intégrale. Comme ça, on a deux albums en un, ce qui est précisé dans la page de présentation de l'album. En 1972, ces rééditions se poursuivent. Il y a l'album R2 qui sort, le bureau des gaffes en gros. Là, c'est la réédition du 4, plus des gags inédits. Donc, ça ne rassemble qu'un seul ancien album demi-format. Maintenant, à cette époque-là, en 72, les 5 premiers demi-formats sont absents du catalogue. C'est la disparition des demi-formats. Et ça, pendant 39 ans. Jusqu'à leur réédition en fac-similé en 2013, qui est la date pour les rééditions Dupuis. Parce qu'il y a eu des rééditions à côté par Marsu Productions, mais là je parle que des albums Dupuis. En 1973, voilà, c'est la série continue, et les rééditions en 73, apparaît le R3, qui est la réédition du 1 demi-format et du numéro 5. Alors pourquoi le 1 et le 5 ? Le 1 en demi-format était apparu des gags qui ont été dessinés après le 4. Vous avez rien compris, c'est pas grave. Donc, juste savoir que le R3 comprend le 1 et 5 demi-format comme une intégrale. En 1974, apparaît la dernière réédition numérotée R4. R4 ne rassemble pas une réédition proprement dite. Parce qu'en fait, c'est des gags en une mi-planche, plus des textes illustrés qu'a écrit Yvan Delporte,
Donc déjà R4, c'est tendancieux. Dans cette même année 1974, apparaît le numéro 12, qui est le gang des gaffeurs. Il y a à disposition de 11 albums de Gaston Lagaffe. Et Franquin a beaucoup travaillé dessus. Surtout que, entre-temps, en 69-70, il avait abandonné Spirou et s'était consacré pleinement à Gaston. Donc plein de nouveautés, accompagnées de ses rééditions, mais seulement à cette époque-là, il met un coup de frein sur le dessin de Gaston parce que il a d'autres projets. Il va collaborer avec Delporte, qui n'est plus rédacteur en chef de Spirou, sur une idée tout aussi farfelue, et parce que il trouve que le journal Spirou à l'époque n'est pas bien terrible, bien plan-plan, pas leur truc quoi, ça pas le côté un peu subversif qu'ils pouvaient mettre quand ils y étaient fortement. Et en réaction de ça, ils vont créer un supplément dans le journal, qui serait l'objet d'autres vidéos, un journal qui va s'appeler le Trombone Illustré, qui va durer 30 numéros. Et dans ce Trombone Illustré, Franquin va créer les idées noires, un truc assez inédit à l'époque, du noir et blanc, avec de l'humour noir, bien noir, qui correspond pas du tout à l'esprit du journal Spirou, et qui sera repris d'ailleurs par Gottlieb dans Flux glacial. Dans les albums de Gaston, nous avons à disposition, à l'époque, le R1, le R2, le R3, le R4, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Il y a comme un trou entre le R4 et le R6. Ce trou intrigue les jeunes fans, mais qui sont trop jeunes pour avoir connu les albums à l'italienne. Bah, ils savent pas. Hein. Où est le Gaston 5 ? Ils font pas la différence entre un R1 et un 1. Le Gaston 5 va devenir un mythe pour les lecteurs. Cette interrogation arrive jusqu'à la rédaction qui est contraint, au bout d'un moment, en 1979, à faire une mise au point. Et cette mise au point va être écrite et dessinée dans l'album 13 de Gaston, qui est une nouveauté à l'époque. Hein. Après 5 années sans album de Gaston, on va donner l'explication, et celle-ci concluait qu'il n'y aurait jamais de numéro 5. Patatras. Déception pour les lecteurs. On va continuer à en parler de ce Gaston 5. Même dans le journal de Spirou, notamment par deux trublions qui sévit dans le journal à cette époque-là, qui sont Yann et Conrad, deux jeunes auteurs, dessinateurs et scénaristes, qui vont animer le haut des planches de BD qui sont imprimées, et qui vont reparler du Gaston 5 en demi-format. Ça, plus d'autres journaux, d'autres articles, oblige le journal Spirou à faire une mise au point, à expliquer que non, il n'y aura jamais d'album Gaston numéro 5. Point, c'est tout. En 83, apparaît un album, ce qui est rare à l'époque, hein, parce que maintenant c'est devenu pléthore. Il apparaît un album hommage à Gaston, qui sera numéroté 5. Alors c'est pas Gaston, c'est Baston, et ça sera dessiné par tous les dessinateurs de l'époque. Il y aura Tom et Jean-Ry, il y aura Yann et Conrad évidemment, il y aura Herman, de tous les journaux. Et ils vont même faire une parodie de la mise au point, en disant que Baston, il n'y aura jamais d'album Baston numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 6. Donc on en parle encore dans ce microcosme de passionnés de BD, de ce fameux Gaston numéro 5. Il y aura même un petit récit complet dessiné par Tom et Jean-Ry, qui ont repris récemment le personnage de Spirou, sur un album Gaston 5 pirate. Une petite histoire rigolote, sans prétention, sur ce mythe de Gaston 5.
patatras, 2 ans après, en 1985, apparaît un Gaston numéro 0. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans, ce numéro 0? Alors, il y a la réédition du tout premier album au format strip, qui avait été largement oublié et était devenu quasiment inédit pour beaucoup de gens, plus divers fonds de tiroir. L'année suivante, pas de nouvel album de Gaston parce que Franquin n'est plus au mieux de sa forme. Et pour combler ça, ils vont faire un nouvel album de Gaston avec des fonds de tiroir. Des Gastons publicitaires, des inédits parce que c'était lié fortement au journal et ça n'avait pas été retenu, des gags qu'on n'a pas mis dans un album parce que c'était peut-être une réminiscence d'un autre gag, d'une autre série, des fonds de tiroir. Et donc cet album en 1985, comment ils vont le numéroter? R5, c'est la fin d'un mythe. Il n'y a plus de trou dans la numérotation des albums Gaston au format A4. Ce R5 apparaît 12 ans après le R4. Fin de l'histoire. Enfin, fin de l'histoire. C'est une manière de parler, quoi. On va dire qu'il y a un post-scriptum sur ces problèmes de numérotation de Gaston. Alors, si vous avez bien suivi, si vous n'avez pas décroché entre-temps, vous avez compris que les albums de Gaston sont apparus un peu dans le désordre. Les gags eux-mêmes ont été pris un peu dans le désordre. Ils n'ont pas forcément été respectés dans leur chronologie. Et Gaston prend de l'âge. C'est les 40 ans de Gaston. Et pour les 40 ans, les éditions Dupuis, qui depuis ont été revendues, c'est plus une entreprise familiale, c'est un truc, ça a été racheté. Donc en 97, les éditions Dupuis décident d'une refonte des albums, avec une nouvelle couverture, je dirais bien moche, quoi, avec le titre Gaston, un Gaston et une demi-planche pour illustrer. Et donc toutes les anciennes couvertures ont été sabrées. Elles n'y sont plus. Et pour enfoncer clou, ils vont remettre les gags dans l'ordre chronologique. Et tous les albums, alors qu'auparavant, il y en a certains qui faisaient 54 pages, d'autres 60, d'autres 45 pages. Voilà, il y a des paginations différentes suivant les albums. Là, c'est standardisé. Tous les albums vont faire 44 pages. Du coup, on va se retrouver avec 19 albums. Alors que, à cette époque-là, on en était arrivé à 15. Et seulement les anciens lecteurs qui ont déjà acheté tous les albums dans la première mouture vont pas vouloir racheter ces albums-là. Ils vont se contenter d'acheter les nouveautés. Et la nouveauté à l'époque, c'est le numéro 19, qui est encore des fonds de tiroir, parce que Franquin n'est plus actif, quoi. Donc, pour ceux qui ont tout acheté les albums avant 97, vont passer de l'album 15, ancienne maquette, avec le numéro 19. Donc il y aura encore un trou chez eux. En 2009, il y a encore une refonte avec renumérotation. Cette série reprend la série remaniée pour les 40 ans de Gaston Lagaffe, avec de nouvelles couvertures et l'attribution de titres pour certains albums qui n'en avaient pas jusqu'alors. Et l'ensemble des dos forme une fresque. Mais, en 2018, encore une refonte. Et là, au lieu de 19 albums, nous avons 22 albums. Parce que cette nouvelle collection intègre toutes les planches réalisées par André Franquin, dont certaines inédites, et chacune d'elles a été minutieusement rescannée d'après les planches originales et recoloriée au plus près des souhaits de l'auteur, par Frédéric Janin, qui est lui-même dessinateur et qui a connu Franquin.
Et là, on espère que c'est l'édition définitive. C'est tout un bazar, surtout si on veut se faire la collection et qu'on veut acheter ça d'occasion. Parce qu'entre-temps, je vous en rajoute un peu. Il y a eu une édition publicitaire qui a été faite par Télé 7 jours, qui adopte encore une autre numérotation. Un album qui s'appelle Le Gang des Gaffeurs. Si on veut se faire la collection, faut faire attention. À l'origine, en 74, a été numéroté 12. En 2009, il a été numéroté 15. Avec l'édition Télé 7 jours, toujours avec le même visuel et toujours avec le même titre, il est numéroté 14. Et en 2018, Le Gang des Gaffeurs est numéroté numéro 17. Voilà, vous pouvez prendre votre aspirine. J'en ai terminé.